suis Ludovic Lamant, je suis journaliste à Mediapart. Je m'occupe des questions européennes depuis une dizaine d'années. J'étais correspondant à Bruxelles pendant 6 ans et je fais pas mal de reportages en Europe et notamment en Espagne. Et j'ai écrit un livre aussi sur les mairies espagnoles, ce qu'on dit rebelles ou citoyennes, voilà, qui s'appelle Squatter le pouvoir. Oui, alors sur le bilan, en fait, c'est difficile de donner une appréciation générale parce que en fait, c'est des situations qui sont très éclatées et très différentes dans tout le territoire espagnol. Il y a eu des expériences plus radicales que d'autres et il y a eu aussi des déceptions plus fortes dans certains coins que dans d'autres. Je dirais par exemple sur les mesures, puisque sur les questions du bilan, on se souvient par exemple à Barcelone, il y avait eu ces questions par exemple, Ada Colau, la maire de Barcelone, a essayé au début de son mandat de en finir avec la bulle touristique, ce qu'elle appelle la bulle touristique à Barcelone. Donc on a un peu entendu parler de ces mesures sur taxer Airbnb, les moratoires sur des ouvertures de nouveaux hôtels. Ça a été possible au début du mandat, mais ça a été suspendu après, parce qu'il a fallu faire des accords avec d'autres partis politiques. On a aussi beaucoup débattu, par exemple, dans toutes ces villes, des questions de la remunicipalisation des services publics. C'est une question décisive. Alors, par exemple, à Madrid, ils ont tout de suite commencé en remunicipalisant les pompes funèbres. Mais par contre, ils sont allés en arrière et ils ont abandonné sur la question du ramassage des ordures. À Barcelone, c'est très compliqué sur la question de l'eau. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que en fait, c'est un mandat qui a duré 4 ans. Et beaucoup de batailles ont été engagées, souvent aussi des batailles judiciaires. Et en fait, ça a pris du temps et les résultats ne se font pas toujours sentir encore dès à présent. Peut-être un dernier exemple, on sait par exemple qu'Ada Colau à Barcelone a été c'est une activiste du droit au logement par le passé. Elle a essayé de réquisitionner par exemple des bureaux des banques qui étaient laissées vides en jachère dans la ville pour les récupérer pour la ville et aider ceux qui se retrouvent expulsés. Elle vient en fait, là il y a quelques jours, de récupérer pour la première fois des bureaux de BBVA, c'est une première, et de décider, comme ils avaient été vides depuis 2 ans, on allait en faire un lieu public. Mais parallèlement à ça, il y a à peu près, je crois, 200-300 procédures judiciaires qui ont été lancées par la mairie, qui parfois débouchent sur des amendes contre les groupes privés qui détiennent de l'immobilier vide, mais parfois ça débouche sur rien et en fait ça a rapporté assez peu d'argent. Donc on voit, c'est des batailles qui sont assez longues, parfois peu spectaculaires, mais parce que la question derrière, c'est est-ce qu'on arrive à changer aussi le modèle de développement d'une ville, et ça prend beaucoup plus que 4 ans. C'est vrai que l'impression globale, c'est que c'est quand même une défaite. Il y a très peu de mairies, de plateformes citoyennes qui s'étaient présentées en 2015 qui ont fait un score meilleur en 2019. Il y a une exception qui est assez éclatante, qui est le cas de Cadix, qui est une situation un peu particulière en Andalousie, où là c'est un représentant de la gauche, disons la plus radicale au sein de Podemos. Et là, lui a fait beaucoup mieux avec sa plateforme qu'il y a 4 ans. Mais sinon, globalement, on est plutôt sur une perte de voix, même si ce n'est pas une défaite gigantesque. Par exemple, à Barcelone, Ada Colau, elle perd, je crois, à peu près 20 000 voix. 25 000 voix, je crois, de mémoire. Et là, il y a pas mal de facteurs qui expliquent en fait ce qui s'est passé, notamment, je pense déjà qu'il y a eu un émiettement, une fragmentation de ces plateformes au fil des années, au fil de la gestion. Parce que clairement, on a vu qu'il y avait des gens qui étaient plus radicaux que d'autres. Il y a des désaccords qui ont émergé. Et du coup, il y a un retour un peu qu'on connaît aussi en France, d'une forme de fragmentation des gauches au fil du mandat et de désaccords. Ça, c'est très net à Madrid, notamment. À Barcelone, ce qui a aussi pesé, c'est évidemment la question indépendantiste, qui a vraiment compliqué à partir de 2 ans après l'élection d'Ada Colau en 2017. Il y a un avant et un après crise indépendantiste, on peut dire, puisqu'elle a essayé de tenir un peu le rôle intermédiaire entre les partisans de l'unité de l'Espagne et les indépendantistes. C'est un choix qui, en fait, lui a fait perdre un peu des deux côtés. Et du coup, elle a été prise comme ça dans un jeu national. Donc déjà, il y a ça, et ensuite, peut-être rappeler de manière plus anecdotique, il y avait des élections législatives en Espagne en avril, juste 1 mois avant les municipales, ce qui fait que tout le débat sur le bilan municipal a été un peu contaminé, on va dire, par des enjeux très nationaux,
sur notamment le surgissement de Vox, l'extrême droite, un parti d'extrême droite, le PSOE qui devait confirmer, de Pedro Sanchez qui devait confirmer au niveau national. Et du coup, c'est vrai que finalement, je trouve que le débat était beaucoup moins local et municipal qu'il ne l'avait été pendant la campagne de 2015. Et ça aussi, je pense que c'est un problème pour tous ces maires qui avaient surgi en 2015 et qui n'ont pas très bien défendu leur bilan. À la fois, on peut s'indigner et regretter le fait que Podemos se déchire et a compliqué le jeu de plateformes plus pures, etc. Et en même temps, je trouve que souvent, quand même, ça recoupe des vraies questions de fond sur la radicalité politique, etc. D'un côté, je pense que c'est regrettable cet éparpillement autour des candidatures en 2019, et notamment voilà, les enjeux personnels, les stratégies divergentes dans Podemos, le fait, par exemple, même moi je trouve que Podemos a été assez mauvais sur la gestion de la crise catalane, etc. Et puis on voit bien les différentes ailes, les crises de leadership, les jeux personnels des uns et des autres, etc. Et en même temps, je pense aussi que voilà, en 2015 ça a fonctionné parce qu'on était dans le dur aussi de la crise, qu'il y avait des scandales de corruption énormes sur les partis qui étaient au pouvoir à l'époque. Et aujourd'hui, il y a un bilan, et par exemple, je ne sais pas, les divergences sur le bilan de Manuela Carmena à Madrid, par exemple, sur le fait qu'il y a eu des départs de certaines personnes au moment où elle annonce qu'elle fait tout de même l'opération Chamartín, donc cette opération de promotion immobilière dans le nord de Madrid, et du coup qu'elle fait quelques compromis avec l'héritage qui est laissé de la mairie précédente, et que finalement elle ne va pas complètement... Voilà, ce genre voilà, et du fait que ça braque l'aile gauche de la plateforme, tout ça me semble en fait assez naturel et logique, et du coup qu'il y ait un éparpillement à la fin, en fait c'était assez prévisible. Après on peut le regretter en tant que citoyen ou en tant que... Voilà, mais en même temps je trouve que du coup cet éparpillement représente quand même des options différentes sur le fond, en termes de radicalité, de gauche et tout. Dans le cas, moi, que j'ai le plus suivi d'Ada Colau à Barcelone, il y a eu des passages en force, même autoritaires en fait, de Ada Colau et son entourage à certains moments du mandat, qu'elle assume, je crois, un peu, mais qui sont très loin de l'ADN un peu collectif et justement d'un travail de consulter en permanence Barcelone en commun, qui est le nom de cette plateforme qui a été mis en place. Donc dans ces moments-là, on voit qu'il y a eu ça. En même temps, je rappelle par exemple qu'au moment de la crise indépendantiste, c'est elle qui a consulté ses bases sur est-ce qu'on peut faire un accord ou pas encore aujourd'hui avec les socialistes, parce qu'il y avait une différence entre Barcelone en commun et le PSOE sur la question indépendantiste. Les bases ont décidé que ce n'était pas possible, du coup rupture de la coalition, et ça l'a énormément affaibli. Mais elle a quand même suivi ce que lui disaient ses bases. Donc par rapport à ce que tu dis sur un peu aussi les idéaux du début, et sur, voilà, je trouve que c'est un cas intéressant parce qu'elle a à la fois essayé de tenir une forme de radicalité démocratique en consultant les bases, en prenant des décisions qui même étaient contraires à ce qu'elle défendait, ce qui est quand même assez rare. Mais en même temps, on voit aussi que par moments, elle est passée en force, voilà, dans différents cas. Si je pars de l'exemple espagnol, la réponse est plutôt non. Parce qu'il y a eu un moment justement en 2015, enfin dans la foulée du mouvement indigné, de mise à mort comme ça de la forme parti, qui de fait était en crise parce que les partis étaient corrompus, parce que les partis s'étaient coupés de leur base populaire, et aussi parce qu'on avait des partis voilà, autrefois de masse qui, je trouve, avaient très peu de nouvelles idées et avaient très peu de liens avec l'université, la recherche, etc. Cette forme parti-là, enfin 2015 et la victoire des mairies citoyennes en Espagne, ça incarne vraiment ce moment-là, où on défait, on ouvre la forme parti, voilà. Mais ce qu'on voit, c'est que, voilà, 2019 notamment, c'est que justement, c'est la résurrection, le retour de formes plus traditionnelles de partis, parce que justement il y a eu cette crise indépendantiste dont on a parlé, parce que l'extrême droite a ressurgi, etc. Et qui du coup, certains partis ont fonctionné quand même comme des valeurs refuges un peu. Et même le fonctionnement aujourd'hui de Barcelone en commun, ce que j'ai essayé de décrire un tout petit peu chez Ada Colau, c'est quand même fortement normalisé, et avec une leader classique, des procédures plutôt verticales dans la prise de décision, etc. Dans ces cas-là, une fois qu'on a pris le pouvoir, une fois qu'on a gagné dans les urnes, quelles sont les garanties pour que, dans la durée,
voilà, ces expériences, ces anomalies même dans des démocraties représentatives traditionnelles survivent. Est-ce qu'il y avait assez d'observatoires indépendants, de mouvements sociaux, etc. Dans le cas espagnol, dès le début, en 2015, il y avait des gens du mouvement indigné notamment qui étaient contre l'idée de partir dans les urnes parce que ça allait assécher les mouvements sociaux. Et par exemple, l'APA, le mouvement dont est issu Ada Colau, et qui est ce mouvement pour freiner les expulsions immobilières et aider les ménages qui sont endettés et tellement endettés qu'ils doivent être expulsés, ce mouvement en fait a quand même perdu énormément de ses cadres, de ses avocats, des gens qui travaillaient pour eux bénévolement et qui sont devenus maintenant des représentants traditionnels, etc. Bon là il y a un enjeu stratégique, c'est pas moi qui détiens ce genre de réponse, mais il y a un choix qui a été fait. Aujourd'hui on voit bien qu'il y a certains mouvements sociaux de gauche en Espagne qui sont plus aussi vifs qu'avant. Alors en même temps, il y a le mouvement pour le droit des femmes, contre les violences faites aux femmes, etc., qui est un mouvement absolument passionnant en Espagne aujourd'hui. Donc on voit bien que le mouvement indigné ressurgit, prend d'autres formes, etc. Mais en même temps, sur le cœur des batailles de Barcelone en commun et des autres mairies espagnoles, voilà, les contre-pouvoirs avaient un peu disparu. Et peut-être que ça a joué aussi dans voilà, une forme de déception à ce moment-là. Le bilan, il est aussi compliqué parce que beaucoup ont parlé au-delà de leurs compétences. Ada Colau était, par exemple, elle a fait un mandat assez génial, je crois qu'on peut le dire, sur la question migratoire, sur la question des migrants. Joan Ribó à Valence, ils ont été au rendez-vous sur, par exemple, le moment de l'Aquarius. C'est quand même les mairies, voilà, espagnoles qui ont montré qu'une politique migratoire alternative était possible avant que ensuite Pedro Sánchez à Madrid enchaîne, prenne le relais et dise oui, l'Espagne va accueillir, voilà. Ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que les villes peuvent servir comme ça de lanceurs d'alerte, d'aiguiller la politique nationale, bien au-delà de leurs compétences traditionnelles. Donc ça, c'est super intéressant. Là, encore une fois, si je reviens à mes histoires sur l'Europe et la crise européenne, là, je constate qu'il y a une partie des réponses qui se jouent au niveau local. J'ai l'impression que les enjeux qui se jouent à Bruxelles dans les institutions européennes sont décisifs, qu'il y a une vraie difficulté à créer des liens avec les citoyens sur pas mal de ces enjeux-là. Et en même temps, et du coup, peut-être partir du local, et partir d'un ancrage local, et voilà, de certaines figures locales, comme Ada Colau à Barcelone, mais je pense aussi, par exemple, au maire de Naples, à plusieurs maires partout en Europe, qui, à la fois, défendent une forme de radicalité politique, mais aussi un discours européen, alors un discours critique sur le fonctionnement de l'Europe, mais qui peuvent servir à construire, tisser des ponts avec les institutions européennes. Moi aujourd'hui, la politique européenne, elle est tenue quand même par des forces plutôt voilà, conservatrices. On le voit encore aujourd'hui dans la répartition des postes des dirigeants européens. Alors que, voilà, il me semble que, par exemple, la question de l'urgence climatique a été au cœur de la campagne des européennes. Finalement, un parti comme le groupe des Verts est quand même écarté de la répartition des postes à la fin entre les institutions européennes. Il n'est pas sûr, à l'heure où on se parle, qu'il n'obtienne non plus de commissaire européen ou voilà, de commissaire européenne. Et ça reste un problème. Et là, il me semble qu'il y a un jeu de contre-pouvoir qu'on peut imaginer du municipalisme pour défendre justement ces idées, faire exister ces idées. Je reviens encore à Barcelone parce que c'est un terrain que j'ai arpenté beaucoup. Le début du mandat d'Ada Colau, c'était aussi le sommet des villes sans peur, par exemple, où on a rassemblé à Barcelone des centaines de maires qui venaient de continents différents. Là, c'était même pas la question européenne, mais donc il y avait un maire aussi, le maire de Santiago du Chili, non, de Valparaiso, pardon. Il y avait des maires des États-Unis, etc., et qui venaient pour sonner l'alerte et trouver une stratégie commune face au ressurgissement de l'extrême droite, que ce soit Donald Trump, Marine Le Pen, etc. Face aux monstres, repenser par le local comment on peut s'entendre. Et évidemment, là, il n'y a plus vraiment d'échelle. On voit qu'il y a une technique comme ça d'assemblage, de mise en réseau qui est hyper pertinente. Alors ça peut marcher à plein de niveaux. Enfin, après, on peut, dans le bilan, par exemple, j'en ai pas parlé, mais la question de l'audit des dettes municipales au tout début des mairies, ça c'est une question qui m'a intéressé. D'abord sur le fond, c'est-à-dire montrer que il y a toute une part de la dette municipale qui n'est pas légitime. Et par ailleurs, ce qui m'a intéressé, c'est que c'était un travail en commun
d'une dizaine de villes en Espagne qui se rassemblaient tous les 3 mois ou voilà, régulièrement pour travailler ensemble, ouvrir leur compte et voir ce qu'on pouvait décider de telle ou telle dette, illégitime ou pas, etc. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est des manières de faire exister une Europe autrement que par les institutions classiques, qui sont par ailleurs tenues par des forces conservatrices et qui sont par ailleurs pas assez transparentes et démocratiques. Donc il faut jouer le contre-pouvoir depuis le local.